Bonjour tout le monde, voici mon troisième podcast qui a pour thème l'éducation nationale. C'est un thème personnel que j'ai choisi d'aborder car je tenais à vous partager mon expérience car j'ai travaillé quelques années avant d'être chargée de communication chez Inuit. Alors tout d'abord, d'où m'est venue l'idée de devenir professeur de langue des signes française. Ça remonte au lycée. Il faut savoir déjà que j'ai appris la langue des signes tard, à l'âge de 16 ans, car avant je n'ai pas eu la possibilité de l'apprendre, puisqu'il n'y avait rien chez mes parents. Du coup, quand je suis arrivée au lycée, le tout premier jour, donc la rentrée, je me souviens bien qu'il fallait entrer dans une salle avec tous les élèves, et j'ai eu devant moi deux sourds qui signaient. Je me souviens même très bien que je me suis dit, mais pourquoi ils parlent en langue des signes? Parce que j'ai vu qu'ils pouvaient aussi s'exprimer à l'oral face aux autres personnes et je ne comprenais vraiment pas le principe de la langue des signes. Et ouais. Et donc à ce lycée, je faisais aussi l'option langue des signes française. De plus, j'étais à l'internat et une des personnes qui était avec moi là-bas. Ce qui veut dire que je pratiquais la langue des signes presque tous les jours, toute la journée, et j'ai eu un niveau assez pas mal au bout de quelques mois. Et un jour, je pense que c'était la première réunion de parents, professeurs, en novembre par là. Mes parents étaient là, ils me voyaient mon professeur de langue des signes. Et en le voyant, je ne fais pas que je voulais devenir enseignante comme lui. Avant ce métier, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais à ce moment-là, je le savais. Du coup, pendant les 3 ans au lycée, j'avais toujours eu envie de devenir professeur de langue des signes. Pour cela, il fallait faire un parcours à l'université en sciences du langage pendant 3 ans pour obtenir une licence, puis faire un master 2 ans, un master MEEF-LSF. MEEF, ça veut dire Master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Du coup, en licence, les matières ne m'intéressaient pas vraiment, car cela n'avait rien à voir avec la langue des signes. Du coup, pour garder la motivation, ce n'était pas facile. Et à la troisième année de licence, j'étais spécialisée sur l'option langue des signes. Du coup, plus que la moitié des cours concernaient la langue des signes française. C'était rassurant pour moi, car j'avais vraiment de perdre cette motivation. Puis, en master, j'ai dû changer de ville car il n'y en avait qu'un seul et ça se passait à l'université Paris 8. Du coup, la première année, il n'y avait pas trop de rapport avec l'enseignement. Je me souviens, j'avais des matières très variées et j'apprenais pas du tout comment enseigner. Mais pendant la première année, je m'entraînais beaucoup pour le concours, qui est le CAPES LSF. Du coup, la vie sociale, adieu. Pour le concours, il y avait de l'écrit en mars et l'oral en juin. J'ai réussi les deux haut la main. J'étais très très contente et je me souviens d'avoir bien gavé parce que c'était pas du tout la meilleure année que j'ai pu avoir car j'avais rompu avec quelqu'un. Mon grand-père était décédé et je ne voyais plus du tout mes meilleurs amis. Du coup, j'étais dans un mood, j'étais dans une bulle à faire que de travailler pendant un an. Et du coup, après, j'attaque la deuxième année en bossant énormément. Je travaillais sur mon mémoire, j'allais à l'ESPE, c'était donc une école supérieure sur l'enseignement, un mercredi par mois si je me souviens bien. J'allais à la fac du lundi au mercredi et je travaillais à mi-temps en tant que stagiaire dans un collège. Du coup, le jeudi et le vendredi. Du coup, j'ai terminé l'année, j'ai tout bien réussi, c'est-à-dire le mémoire, mon diplôme de master MEF LSF et j'étais titularisée avec l'éducation nationale. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, je ne pouvais pas continuer mon travail dans le collège où j'étais car c'était seulement pour les professeurs stagiaires. Du coup, j'ai eu une mutation automatique et on m'a mis à Paris. Je me souviens alors de mes vœux. Paris était mon premier choix, purement après. Car je savais que je n'avais pas de chance pour aller à Harvard. C'est là où sont mes amis. Car déjà, il y avait des enseignants de LSF sur place déjà. Du coup, je me souviens que j'ai été mutée début février à Paris. Ensuite, l'éducation nationale m'a envoyé un document officiel comme quoi c'est Paris à partir de septembre de l'année où j'étais. Du coup, j'étais ravie et j'ai commencé à déménager en juin pour me rapprocher un petit peu afin d'éviter de faire énormément d'heures de transport. Il me semble que
2-3 semaines après mon déménagement, j'ai eu un appel téléphonique. Oui, je dis bien téléphonique, d'un numéro inconnu. Je ne sais plus trop comment, mais j'ai vu que ça venait du rectorat de Paris, du ministère de l'Éducation nationale. Mais j'ai reçu aussi un mail venant d'eux qui voulaient absolument m'appeler. Je leur explique que je suis sourde et que je peux seulement téléphoner avec une plateforme pour les personnes sourdes et malentendantes. Ils acceptent. Donc j'ai commencé à paniquer. J'ai utilisé l'application Roger Vote pour pouvoir téléphoner. Donc Roger Vote est une plateforme qui permet de téléphoner avec un interprète en langue des signes ou la transcription gratuitement. Du coup j'appelle, on me répond. Je me dis précisément que voilà, pour la rentrée qui arrive, je suis mutée à Dunkerque. Et là, gros blanc. Je leur dis bah non, je suis mutée à Paris, que le document que j'ai reçu, je n'ai même pas pu terminer ma phrase qui me dit que non, c'est Dunkerque qui veut m'envoyer tous les documents nécessaires et ils ont raccroché. Ok. Et là, j'ai eu ma première crise d'angoisse de toute ma vie. Je me posais plein de questions en mode, mais j'avais tout préparé pour Paris. Je venais de déménager, du coup, ça me fait perdre énormément. Et surtout, j'allais dans un endroit que je ne connais pas du tout. J'ai appelé ma maman pour lui expliquer toute cette situation. Vous n'imaginez pas sa colère. Elle a tenté de joindre le rectorat et tout. Zéro réponse. Évidemment. Du coup, j'ai contacté mon inspecteur langue des signes français pour lui expliquer la situation et il voulait rien savoir. Et là, je me sentais vraiment encouragée. Je me souviens très bien que je n'étais vraiment pas bien et que la première chose que j'ai faite, je suis partie à la salle de sport pour essayer d'évacuer tout ça. Et en revenant, j'ai contacté les syndicats pour qu'ils m'aident. Quelques jours passent, j'apprends qu'en fait le ministère de l'Éducation nationale, enfin, c'est les syndicats qui m'expliquaient, lui-même n'avait pas du tout le droit qu'il m'a fait, c'est-à-dire m'appeler. Il voulait tout simplement éviter les traces écrites, car elle aurait très bien pu me dire tout à par mail. Mais non, il voulait absolument m'appeler. Et les syndicats me disent que comme j'ai eu mes documents pour Paris, je reste à Paris. Et de leur côté, ils veulent se battre pour que je reste à Paris comme prévu. Et là, il s'est écoulé 1 mois et demi sans réponse. C'était très, très long. J'étais dans un stress et je ne profitais pas de mon été. Juste quelques jours, mon anniversaire, qui est de fin juillet, je me souviens que j'étais bénévole dans un temps pour l'événement de fédération d'EF. Et à la fin de l'événement, les syndicats ont téléphoné à ma maman pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils ont réussi à me faire rester sur Paris. Là, j'étais très ravie. Je passe 1 mois d'août à tout bien préparer pour la rentrée scolaire. Je suis mutée dans un lycée à Paris. Je veux enseigner face aux élèves entendants pour l'option LSF ou bac. Du coup, je passe de première année simple, dans le sens où tout va bien, il y a eu le confinement, mais tout va bien de mon côté quand même. C'est à partir de la deuxième année où ça s'est compliqué. La directrice du lycée était nouvelle, du coup mes relations avec elle étaient complexes. Je vais vous expliquer. Et aussi, je faisais exactement 9 heures par semaine à ce lycée. Du coup, j'avais trouvé un collège, j'avais des élèves sourds pour enseigner la langue française, en faisant 6 heures en plus par semaine avec le cumul d'activités que j'avais le droit. Et la directrice du lycée me l'a autorisé. Et dans l'année, cette directrice m'avait envoyé un mail en me demandant pourquoi je faisais des heures supplémentaires pour un autre établissement et non dans son lycée ou dans un autre établissement public à Paris. J'ai expliqué que, en fait, il me restait des heures, du coup, je me suis permis, avec son autorisation, d'aller enseigner en plus du lycée. Et elle n'était plus d'accord. Elle avait contacté le rectorat rien que pour m'embêter, c'est-à-dire, elle voulait vraiment que je fasse des heures tout ailleurs, sauf le collège où j'y allais. Et surtout que là, enfin, c'est le collège où je me sentais vraiment bien. Et là, je commençais à m'apercevoir qu'elle ne m'aimait pas, car à chaque fois que je la croisais, je lui disais genre, bonjour en langue des signes, et à l'oral en même temps, et elle me regardait comme si elle ne savait pas qui j'étais. C'était très très frustrant. De plus, quand j'entrais dans la salle des professeurs, je disais bonjour à tout le monde, et genre, ils me regardaient sans me répondre, ou bien ils roulaient leurs yeux. C'était très frustrant pareil. Sauf une professeure de théâtre qui me parlait un tout petit peu.
En fait, vous pensez que le problème à l'éducation nationale vient des parents, des élèves? Même pas. Ça venait vraiment de la direction et des collègues. Une fois, je me souviens de mon bulletin de salaire, ils me retiraient 250 ou 300 euros car j'étais soi-disant absente 2 jours consécutifs et d'autres jours, alors que ce n'était pas le cas. J'avais envoyé des mails à la DPE. La DPE, ça veut dire Division des personnels enseignants. C'est là où on a des petits problèmes niveau administratif, il faut les contacter. Pour me faire rembourser avec des preuves, comme quoi j'étais bien présente et non absente. La personne ne me répondait pas à mes mails. Enfin, au début, elle répondait à mes mails, elle fait déjà ne pas m'avoir compris. Puis après, elle me répondait plus. Par contre, quand c'était pour autre chose, d'autres problèmes, elle me répondait vite. Du coup, je la relançais pour mes salaires et elle me répondait plus. Je vous jure, pendant un an et demi, tous les mois, j'ai envoyé un mail. Je n'ai jamais eu mon argent. C'était vraiment fou que malgré les preuves, je n'ai jamais réussi. Je me souviens que j'avais même téléphoné afin que cette affaire avance un petit peu plus vite. Elle n'était pratiquement jamais disponible par téléphone. Elle me disait toujours, oui, t'es par mail, il faut m'envoyer des preuves. Mais ça fait un an que je t'envoie les preuves. Pour rajouter une couche dans cet établissement, vous avez les réunions parents, professeurs qui se font tous les trimestres, ou bien le conseil de classe. En 3 ans dans cet établissement, je n'ai jamais pu participer à ces réunions car mon établissement ne prenait jamais la peine de prendre une interprète en dessin. Et quand la directrice annonçait les dates, c'était souvent 2-3 semaines avant. Du coup, c'était souvent trop tard avec les disponibilités des interprètes. Je lui expliquais qu'il fallait faire au moins un mois et demi, afin d'en avoir. Et elle le faisait jamais. Enfin, elle me disait oui, oui, d'accord, mais elle le faisait jamais, quoi. Je n'ai jamais pu participer à ces réunions. C'était de la discrimination. Je voyais même personnellement un psychologue dans mon temps libre pour en parler quand j'étais vraiment pas bien, un burn-out. Quand j'allais au travail, j'avais une grosse boule dans le ventre. Je stressais chaque jour. Je faisais que de manger pour oublier mon stress. Je pleurais même presque chaque jour tellement j'allais mal. Je me suis vraiment enfermée dans le sens où je voyais plus mes amis. Je ne sentais plus vraiment. En fait, j'étais en boucle avec moi-même. J'en avais parlé à mon inspecteur non des signes, puisque je ne voyais pas avec qui je pouvais vraiment en parler. Et j'avais même l'impression qu'il s'en fichait. Il me disait que c'était à moi de le faire, c'est-à-dire de réserver des interprètes pour que ce soit accessible. Mais je n'ai jamais eu des contacts pour pouvoir avoir des créneaux accessibles pour avoir des interprètes. Là, tout ce que je vous raconte, c'était pendant les 3 ans dans cet établissement. La dernière année, j'avoue que je lâchais un peu tout. J'ai expliqué à mes élèves que je me sentais pas bien dans cet établissement, qu'il ne faut pas qu'ils soient surpris si j'arrive en retard et quoi que ce soit. Et eux, ils étaient très, très compréhensifs. Je les adore vraiment. Du coup, oui, les derniers mois, j'arrivais en retard, je partais plus tôt. Je lâchais petit à petit mes forces pour ça. J'avais prévu de partir de l'éducation nationale, mais mon entourage ne voulait pas, car, oui, mais et les vacances, tu seras vraiment tranquille. Ouais, mais tu vas faire 35 heures par semaine, c'est énorme. Mais du coup, tu vas bosser dans quoi? Ouais, mais le salaire, il sera bien différent. J'étais à un point où je voulais juste avoir un salaire minable, beaucoup d'heures pour un travail, que de continuer à l'éducation nationale. Et du coup, pendant les derniers mois, je voulais absolument revenir là où je me sentais bien, auprès de mes amis à Rouen. J'ai appris que j'ai eu un collègue qui est professeur de langue des signes à Rouen, qui voulait être sur Paris. Je me suis dit que c'était possible de faire un échange, c'est-à-dire moi à Rouen et lui à Paris. On a contacté nos syndicats et tout. On a rédigé une lettre avec eux et le rectorat a refusé avec 0 motif. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai arrêté. J'ai vite demandé une disponibilité très tard, en mai je crois, et je cherchais vite un travail pour septembre car la pression de ma famille m'angoissait. Vous savez que me retrouver au chômage en attendant ne me dérangeait pas du tout. Mais j'ai quand même demandé ma disponibilité quelques semaines plus tard, donc en juillet je crois, premier refus. Parce que soi-disant il n'y aura pas de professeur pour me remplacer, alors que si. J'ai envoyé vite une autre demande de disponibilité expliquant qu'il y a bien quelqu'un pour me remplacer. En attendant, je passe encore un été stressé. Début juillet, il y a eu un festival clin d'œil. Le festival clin d'œil, depuis 2003,
C'est un grand festival qui est organisé tous les 2 ans par la société Cinesur, qui a pour vocation de faire découvrir la langue d'ici dans toute la diversité de sa culture et de ses formes artistiques. Du coup, j'y vais avec des amis et il y a des temps avec plusieurs entreprises. Du coup, j'allais les voir pour demander s'ils ne cherchaient pas quelqu'un de moi pour que je travaille avec eux. À la fin du festival, j'ai eu 4 entretiens. Et j'ai été prise dans une entreprise, donc je travaille actuellement depuis 1 an. Et vous savez quoi? Ma deuxième demande de disponibilité a été acceptée pendant mes 2 missions de travail dans mon entreprise actuelle. Du coup, j'étais quand même rassurée. Mais je me rappelle bien que c'était drôle parce que j'ai travaillé dans l'entreprise. Et j'avais reçu un mail de l'éducation nationale. Je me suis dit, au pire, si je refuse, je démissionne, quoi. J'ai cliqué. Et là, je vois que c'était une disponibilité acceptée pour 1 an. Aujourd'hui, j'en suis à ma deuxième demande de disponibilité. Et je viens d'envoyer ma 3e demande. Et parallèlement, j'ai demandé à ma démission à l'éducation nationale. Enfin. J'ai enfin fait mon premier pas là-dessus, car pour une fois, je n'avais plus la droite de mon entourage. Encore aujourd'hui, ils ne veulent pas au cas où. Mais peu importe. Je fais comme j'ai envie et je sais que c'était difficile dans mes études, mais visiblement, ce n'était pas mon domaine. Puisque actuellement, j'adore tout ce que je fais, c'est-à-dire les montages, tout ce que je fais déjà sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques jours, j'ai enfin envoyé ma démission avec un grand sourire. Par contre, je dois attendre 4 mois pour savoir si oui ou non le rectorat accepte. Oui, vous avez bien entendu. Ils peuvent refuser ma démission. Dans ce cas-là, je dois faire un abandon de poste et je ne pourrai plus jamais revenir en tant que fonctionnaire. C'est la chose faite s'ils refusent. Je vais vous tenir informé de l'évolution si vous voulez. Voilà. Donc, c'était pour vous raconter que c'était très difficile d'entrer à l'éducation nationale, mais encore plus difficile de s'en sortir. Pour moi, c'est comme une secte. Après quelques années à me sentir très mal, aujourd'hui, je me sens très, très bien. J'ai un emploi que j'adore, mes collègues sont adorables et je voyais de temps en temps, parce que actuellement, je fais du télétravail à 100%. Du coup, je crois 1 fois par mois à peu près, je bouge un petit peu pour rencontrer du monde. Et j'ai même eu l'occasion de réaliser un de mes rêves, c'est de créer une association. Elle s'appelle donc Renonceau. Bien sûr, je trouve un bon équilibre en tentant voir mes amis, etc. Je pense que je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai l'impression de vivre ma vie pour moi, pour une fois. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce podcast, que je vous partage un petit peu mon expérience dans l'éducation nationale, si jamais ça peut servir pour certaines personnes. Et voilà. Des mauvaises expériences dans l'éducation nationale, ou on en avait déjà entendu parler. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire vos avis sur le podcast, etc. Ou même à poser des questions, je peux vous y répondre. Merci, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt. Salut!